Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Chroniques européennes, l'émission de Radio Nantes consacrée aux grands enjeux de l'actualité européenne, enregistrée ici au Parlement européen à Bruxelles. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Michèle Rivasi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors nous allons évoquer avec vous les enjeux et les questions de la transition énergétique au sein de l'Union européenne, thématique que vous connaissez particulièrement bien. Madame Rivasi, vous êtes députée européenne depuis 2009 et vous siégez au sein du groupe des Verts. Vous êtes notamment connue pour avoir fondé la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, la CRIRAD, après l'accident de Tchernobyl de 1986, dont nous célébrons d'ailleurs aujourd'hui le triste anniversaire. C'était un 26 avril. Alors au Parlement européen, vous êtes aussi vice-présidente du groupe Vert ALE et présidente de la délégation française, membre de la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire. Alors je souhaiterais, avant d'entrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, si vous le voulez bien, évoquer évidemment votre lecture des élections, du premier tour des élections présidentielles que nous venons de vivre. Avez-vous le sentiment, Madame Rivasi, d'un grand gâchis pour la gauche et singulièrement le parti Europe Écologie Les Verts? Comment l'expliquer? Alors, un sentiment de gâchis, non. On s'aperçoit que les partis traditionnels, le Parti socialiste et les Républicains, ils ne sont pas présents au premier tour. Donc ça veut dire que les Français ne se reconnaissent plus dans les partis traditionnels. Au niveau d'Europe Écologie Les Verts, nous, ce qui est important, c'est que les idées écologistes passent, vous voyez, au niveau des partis et au niveau de la prise en compte des défis écologiques au sein des politiques. Et là, que ce soit Benoît Hamon ou que ce soit Jean-Luc Mélenchon, ils ont pris en compte que l'écologie doit être, vous voyez, à l'intérieur d'un projet politique. On ne peut pas le mettre à côté. Donc ils ont bien intégré le phénomène de post-croissance, ils ont bien intégré toute la problématique de la transition énergétique, ils ont bien intégré toute la problématique sanitaire, vous voyez, avec les épidémies de cancer, les produits chimiques, etc. Donc ça, je trouve que c'est passé. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on se retrouve avec une Marine Le Pen à 21 et quelques pourcents et M. Macron à 24%. Donc ça veut dire que le vote du Front National, c'est quelque chose qui nous perturbe parce que c'est quand même des gens qui sont xénophobes, qui sont antisémites, qui sont sur le repli sur soi, qui sont sur, vous voyez, les frontières au niveau de la France et bien sûr un positionnement anti-européen. Donc c'est ça qui est problématique. Bon, maintenant, tout le problème, c'est est-ce que M. Macron aura à la fois l'expérience, les capacités et le fait qu'il va falloir qu'il intègre pas seulement une élite dont il est issu, parce qu'il se dit anti-système, enfin il est bien issu d'une élite, et qu'il prenne en compte la souffrance du peuple français. Parce que si autant de gens votent le Front National, c'est qu'ils se sentent complètement délaissés. Et que vous voyez bien que les zones rurales, que ce soit les zones périphériques des villes, que ce soit les commerçants, même les agriculteurs votent Marine Le Pen. Et je pense que ce n'est pas parce que, vous voyez, ils sont xénophobes, mais c'est qu'ils sentent que la mondialisation joue pour une catégorie de gens, mais pas pour l'ensemble. Et c'est un peu les déshérités, en quelque sorte, de cette société de consommation, de l'hyperlibéralisme, etc. Donc, moi, j'attendais, et je suis déçue par le positionnement de Mélenchon, qui n'a pas été de dire, bon ben maintenant, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Qu'est-ce qui se passe après? C'est les législatives. Donc c'est là où la politique va se faire, où les lois vont être votées. Donc de deux choses l'une, soit on laisse à la droite qui va rester unie, parce que vous voyez, ils ont la perspective des législatives, et à ce moment-là, il y aura une majorité de droite, et M. Macron va être obligé de nommer un Premier ministre de droite, et donc là, on aura tout perdu, parce que déjà que M. Macron ne sait pas trop où le situer, et qu'il est quand même très libéral, il est très sur l'ubérisation, il n'a rien compris encore à l'écologie, malgré la présence de Corinne Lepage ou de certains écolos. Et là, la gauche n'est pas rassemblée. Que Mélenchon dise, bon, ok, j'ai perdu là, mais en avant, on va se rassembler entre les frondeurs, vous voyez, les gens qui ont soutenu Benoît Hamon, les écologistes et la France insoumise, il faut qu'on crée un contre-pouvoir de gauche pour initier un nouveau projet de la société. Moi, je pense que les cartes vont complètement se rejouer, aussi bien chez les écolos d'ailleurs. Il va falloir créer, vous voyez, un autre parti
beaucoup plus, d'abord européen, mais surtout beaucoup plus écologiste, beaucoup plus démocratique et beaucoup plus social. Et c'était cette possibilité au niveau de législative. Le fait qu'il n'ait rien dit, vous voyez, parce qu'il était hyper déçu, parce qu'il pensait être au premier tour. Bon, mais écoute, c'est pas grave, hein, Jean-Luc Mélenchon, tu n'es qu'un individu, mais derrière toi, il y a quand même près de 20% des gens qui ont voté pour une alternative beaucoup plus de gauche et écologiste. Donc là, je trouve qu'il a loupé un peu le coche. Donc c'est à nous maintenant, l'écolo. Moi, je lance justement un appel pour dire aux gens, dans les circos, regroupez-vous, mettez-vous d'accord sur une plateforme commune, reprenez le projet de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon, parce que, vous voyez, ils sont très compatibles, bon, un peu en dehors de la problématique de l'Europe ou de la politique étrangère, mais créons des candidats uniques, vous voyez, pour faire front, d'abord à une droite qui est hyper conservatrice et hyper libérale, et à un Macron dont on ne sait pas exactement ses gènes. On ne sait pas ce qu'il va conduire comme politique. Ça a toujours été le grand flou. Pour moi, vous voyez, c'est comme Neptune, c'est plein de gaz. Mais vraiment, je sais, en dehors de dire je suis pro-européen, mais oui, mais quelle Europe il veut construire? Nous, cette Europe-là, elle ne nous convient pas non plus. On est pour, vous voyez, bien que l'écologie ne se résoudra qu'au niveau de l'Europe, mais il y a quand même plein de dysfonctionnements au niveau de l'Europe qui font qu'on veut la changer. Et alors vous dites c'est un peu gazeux, nuageux, notamment sur ces questions écologiques. Hein. Ce qui a infusé du parti écologiste sur Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient complètement intégré ces dimensions-là dans leur programme, du côté Macron, c'est là aussi vous n'avez pas de le vision. Le plus total. Sur le nucléaire, il a seulement dit on fermera Fessenheim. Or, la loi sur la transition énergétique, c'était quand même 50% d'électricité qui viennent du nucléaire et non pas 75 ou 78% en 2025. On s'était l'arrêt quand même du diesel en 2025, il ne dit rien là-dessus. Sur les perturbateurs endocriniens, il ne dit rien là-dessus. Il est pour réduire l'impôt sur la grande fortune, donc il n'est pas du tout sur la redistribution des richesses. Donc je me dis, il est pour la déréglementation même des systèmes bancaires, alors que nous, on est justement pour les contrôler davantage. Voilà, moi c'est quelqu'un qui m'inquiète. Alors je vais voter pour lui, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il faut faire vraiment front vis-à-vis de Marine Le Pen. Moi je ne veux pas ce parti de haine, vous voyez, et de fracture sociale. Mais vis-à-vis quand même d'Emmanuel Macron, il y a intérêt à créer un contre-pouvoir. Et je fais appel vraiment à l'intelligence des militants, que ce soit la France insoumise, que ce soit les écolos, que ce soit les socialistes type Hamon et non pas Macron, hein, parce qu'il y a plein de socialistes qui sont allés chez Macron, ces gens qui sont pour un projet vraiment pour les citoyens et pour l'intérêt général, mais réunissez-vous et faites en sorte à ce qu'il n'y ait qu'un candidat. Sortez de votre, voyez, de vos partis mutuels pour vraiment construire une plateforme commune et qu'on gagne ces élections législatives. C'est ça l'enjeu, parce qu'il y a plein de jeunes qui pleuraient quand ils ont vu que Mélenchon n'était pas élu. Je comprends leur désespoir et le fait. Mais c'est pas parce qu'on a perdu au niveau présidentiel qu'on ne peut pas gagner au niveau législatif. Il faut qu'il y ait des cohabitations fortes avec un pouvoir de gauche nouvelle, vous voyez, qui prennent le pouvoir là-dessus. Alors cette émission, on a souhaité la dédier à cette question de la transition écologique. Alors la transition, ça passe aussi par voilà, trouver un autre modèle pour le nucléaire, dont je disais en préambule, on célèbre aujourd'hui cette catastrophe de Tchernobyl, 31 ans après. Est-ce que vous êtes beaucoup impliqué sur cette question? Est-ce que vous avez l'impression qu'au moins quelques leçons ont été tirées? J'aimerais vous dire oui. Mais je pense que non. Vous voyez, moi c'est vrai que j'étais très impliquée sur le mensonge de Tchernobyl en 1986 par l'État français. Il y a eu après Fukushima. Mais on n'a pas toujours compris que, quelle que soit, si vous voulez, la technologie d'un pays, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Et plus les centrales vieillissent, plus il y a un risque d'accident. Et ce que je voudrais dire aux gens, c'est que vous savez, j'y suis allée plusieurs fois à Tchernobyl. Je suis allée plusieurs fois à Fukushima. Quand vous voyez la détresse des gens, parce que ce n'est pas un accident nucléaire, c'est une catastrophe nucléaire. Vous voyez, la radioactivité, on ne peut pas l'enlever. Alors on enlève, mettons, 15 cm de terre, mais ça se redéplace parce que on ne peut pas la détruire, la radioactivité. Vous voyez, il faut attendre de très longues périodes pour qu'elle se détruise elle-même. Et donc,
Quand je vois à Tchernobyl, vous voyez, une fois que j'ai été élu député, grâce à des fonds, vous voyez, de la Commission européenne, on a pu rénover un hôpital. On suit à peu près 3500 enfants à l'heure actuelle pour voir les effets des enfants vis-à-vis de la radioactivité. Mais on s'aperçoit que les enfants de deuxième et troisième génération ont énormément de problèmes de santé. Notamment, ça touche beaucoup tout ce qui est cardiaque. Ils ont des problèmes d'hyperthermie, ils ont des problèmes vasculaires, ils ont des problèmes immunitaires. Et on se demande si ce n'est pas justement une transmission génétique. Donc il y a plein d'études qui se font grâce justement à la Commission et à des scientifiques comme Yuri Bernardeschi. Parce que vous apercevez qu'il y a eu plein de fonds européens donnés au CEA, Commissaire à l'énergie atomique, ou à Areva, ou vous voyez à des organismes comme l'Institut de radioprotection, et ils ne sortent aucune étude. Donc à un moment, ben, vous voyez, là, ce sont des scientifiques indépendants dont on voit l'évolution, et il y aura une grosse réunion avec la Commission européenne, justement, à Kiev, pour mentionner ces nouvelles études. Et quand vous me dites, est-ce qu'on a tiré des leçons? Ben, écoutez, on n'a toujours pas tiré des leçons où il faut sortir du nucléaire. Quand il y a eu la loi sur la transition énergétique, en disant, bon, mais il faut passer de 75 à 50%, on n'était pas sur la sortie du nucléaire, hein, puisque c'était une réduction de la contribution du nucléaire dans la fabrication de l'électricité. Mais Benoît Hamon, comme M. Mélenchon, ils étaient pour la sortie du nucléaire. Mais quand vous voyez Macron, il n'est pas du tout là-dessus. Quand vous voyez Fillon, ils ne sont pas du tout là-dessus. Même Marine Le Pen, Front National, ils ne sont pas du tout là-dessus. Et ce dont j'ai peur, franchement, sincèrement, c'est qu'on attend l'accident nucléaire en France pour dire on va s'arrêter. Nous, on dit non, sortons progressivement, parce que c'est sûr qu'on est tellement dépendant du nucléaire qu'on ne pourra pas sortir du jour au lendemain. Mais il faut stimuler les énergies renouvelables, et c'est là où j'attends de la Commission européenne qu'il y ait des investissements très importants pour développer les énergies renouvelables, vous voyez, développer l'efficacité énergétique, parce que moins on va consommer d'énergie, moins on aura besoin de la production, si vous voulez, d'énergie. Eh bien ça, les États membres, alors le Parlement est très favorable quand même, parce qu'il faut le dire, le Parlement, vous voyez, veut des objectifs beaucoup plus ambitieux, la Commission moins, mais alors les États membres, vous en avez trois qui sont assez volontaristes, qui sont la Suède, qui sont la France en dehors du problème du nucléaire et l'Allemagne, mais vous avez des pays comme la Pologne, comme le Portugal, ils sont très réticents, vous voyez, pour diminuer les gaz à effet de serre, pour développer les énergies renouvelables ou pour augmenter l'efficacité énergétique. Donc il faut qu'on leur dise, écoutez, si on va sur une souveraineté européenne de l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rendre l'Europe indépendante, vous voyez, des sources d'énergie. Quand on a vu le problème de la Russie avec le gaz russe, vous avez vu qu'il y a plein de pays, dont l'Allemagne, dont la Pologne, tout ça, sont très dépendants du gaz russe. Si on développe les énergies renouvelables, si on développe une industrie sur les énergies renouvelables qui soit vraiment une technologie de pointe et qui soit vraiment avec le label Europe, on va créer énormément d'emplois. On va faire en sorte à ce qu'il y ait un développement des énergies renouvelables très important en Europe et on pourra exporter. Vous voyez, moi qui suis à une délégation Afrique, Caraïbes, Pacifique, les gens, ils ne demandent pas des usines thermiques au fioul lourd, au gaz, etc. Ils sont partants pour les énergies renouvelables. Donc l'Europe a un rôle à jouer là-dessus. Vous voyez, ça joue sur l'emploi, ça joue sur l'indépendance énergétique et ça joue sur l'efficacité. Donc on est gagnant sur toute la ligne. Eh bien, il y a dans nos élus une espèce de culture où on est toujours, vous voyez, dans ces grosses centrales thermiques, alors des fois c'est le charbon, des fois c'est le gaz, des fois c'est le nucléaire, on n'est pas du tout dans un autre modèle qui est plus décentralisé, qui est plus sur l'autonomie, qui est plus sur tenons compte des spécificités régionales et faisons en sorte à ce que la technologie, la recherche soit vraiment axée, vous voyez, sur le soleil qui va nous apporter aussi bien tout ce qui est lié au vent, à l'éolien, à la biomasse ou au solaire. Et moi, je crois énormément en tant que scientifique qu'on va avoir même des rendements très importants. Mais pour ça, il faut basculer, plus subventionner les énergies fossiles, vous voyez, et faire en sorte à ce qu'on dise aux régions, ben voilà, faites un plan climat-énergie, fixez-vous des objectifs même plus ambitieux que ceux qu'a fixé l'Union européenne par rapport à la COP 21, parce que
Vous voyez que là, il y a un petit souci. La COP 21, qui a été très importante à Paris, en disant on veut réduire, on veut être en dessous même des 2 degrés à 1,5 degré, on se fixe des objectifs. Les objectifs de l'Europe ne sont pas assez ambitieux, donc il va falloir booster beaucoup plus. Et il va falloir que les États membres suivent, parce que maintenant, les objectifs sont plus contraignants par pays. C'est des objectifs européens. Mais si un pays ne veut pas suivre, vous voyez, il va falloir trouver des moyens pour vraiment les booster, les inciter, quitte à les sanctionner quelque part. Et on va utiliser la société civile pour le faire. Alors, mais vous dites souvent qu'on peut garantir l'indépendance énergétique avec les énergies renouvelables, Ouais. mais les élateurs de l'industrie nucléaire vous disent à peu près exactement la même chose, Oui, que le sauf nucléaire qu'ils est la mentent. seule garantie Mais pour... non, ils mentent. D'où vient l'uranium? Il ne vient pas de l'Europe. L'uranium, il vient du Kazakhstan, il vient du Niger, il vient d'Australie, mais en aucun cas, la source du combustible nucléaire, il n'est pas européen. Donc, quand on dit que le nucléaire permet l'indépendance, c'est faux. C'est un mensonge. Après, vous voyez bien qu'on a un gros problème avec le nucléaire, c'est son talon d'Achille, c'est les déchets radioactifs. On ne sait pas, si vous voulez, gérer les déchets radioactifs. On ne sait pas réduire la période radioactive des éléments radioactifs. Quand vous avez du plutonium, 40 000 ans de période, vous imaginez ce que ça représente dans le temps? Alors les stocker, on dit, oh ben, écoutez, on va les stocker en grande profondeur, à 600 mètres, par exemple, comme à Bure. Mais qui va nous garantir ce qui se passe dans 10 000 ans? Quelle sécurité on aura par rapport à ces déchets? Et en plus, le gros souci qu'on a, et il y a eu chaque fois des pépins. Moi, vous savez, quand j'étais députée, je suis allée à WIP aux États-Unis pour voir un stockage, un stockage de sel de déchets radioactifs. Eh bien là, il y a à peine un an, il y a eu une explosion d'hydrogène. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'un produit radioactif émet des rayonnements. Si jamais il y a de la matière avec, de la matière organique, ça vous fabrique l'hydrogène. Et l'hydrogène, si vous voulez, ça explose. Vous voyez, quand il y a une quantité importante. Eh bien, dans tous les sites de stockage, et notamment dans les sites où il y avait des déchets, il y a eu des explosions. C'est soit ce problème-là, soit le problème où il y a des infiltrations d'eau qui peuvent contaminer, vous voyez, à moyen et long terme. Donc, le nucléaire, ce n'est pas l'indépendance. Le nucléaire, si vous voulez, on ne sait pas gérer les déchets radioactifs qui sont très dangereux pour la santé des gens. Et ça coûte une fortune. C'est quand même la seule énergie qui, en fonction du temps, augmente. Parce que, vous voyez, il faut changer les générateurs de vapeur, il faut modifier un certain nombre de choses, et chaque chose, c'est très, très important pour garantir la sûreté nucléaire. Et puis, il y a la gestion des déchets et le démantèlement. Regardez, on a très peu démantelé en Europe les réacteurs nucléaires, parce que ça coûte une fortune, et ça, ce n'est pas de l'argent productif, vous voyez. Alors, ça peut créer de l'emploi sur le démantèlement, mais ce n'est pas un emploi qui permet après de fabriquer de l'énergie. Et puis apparemment, on ne sait pas exactement comment terminer le processus. Exactement. Et après, il va falloir stocker tous ces déchets. Et comme les gens, autant ils peuvent accepter une centrale nucléaire, parce que vous voyez, c'est valorisant quelque part, mais faire une poubelle radioactive, là, ils savent qu'ils en ont pour des générations, avec toutes les problématiques de santé, de pollution de nappes, etc. Moi, tous les sites que j'ai vus en France qu'on a voulu stocker, mais il y a toujours eu des pollutions, à base de tritium, sur les nappes. Puis une fois qu'une nappe est polluée, allez la dépolluer, c'est pas possible. Alors en 2011, après la catastrophe japonaise de Fukushima, il y avait l'Allemagne qui avait pris une décision d'en finir avec le nucléaire au terme d'une période transitoire. Quel bilan au bout de 6 ans tiré de ce processus lancé en Allemagne? Écoutez, moi je trouve que ça a été Mme Merkel, là, elle a pris une décision courageuse parce que, et je ne sais pas si tout le monde le sait, mais elle l'a pris en tant que physicienne. C'est une physicienne, Mme Merkel. Et j'ai beaucoup aimé sa déclaration. Elle a dit, moi en tant que politique, je faisais confiance au niveau du nucléaire, mais quand j'ai vu qu'un pays comme le Japon, qui a une technologie de pointe, a eu un accident aussi dramatique que Fukushima, moi en tant que politique, je ne veux pas prendre cette responsabilité. Et en plus, elle avait des mouvements verts très importants, et elle sait que la population était pas très favorable au nucléaire. Elle a pris sa décision. Et avec les industriels, ils ont développé les énergies renouvelables. Alors le seul bémol que je dis par rapport à Mme Merkel, c'est qu'elle a choisi quand même le charbon, alors qu'elle aurait pu choisir le gaz, vous voyez, en tant que transition.
et puis faire du biogaz, vous voyez, pour avoir des centrales thermiques. C'est-à-dire qu'elle a utilisé plutôt ses ressources locales avec la lignite ou le charbon, même si elle a amélioré les centrales thermiques au charbon. Mais alors, elle a joué sur un autre biais que nous, on n'a pas du tout joué en France. Elle a joué beaucoup sur l'efficacité énergétique, ce qui fait qu'en quelque sorte, la facture électrique, la facture énergétique d'une famille allemande, eh bien, elle est équivalente à celle d'une famille française, avec un prix de l'énergie beaucoup moins important en France, parce qu'on n'est pas du tout sur la sobriété énergétique en France. Comme on avait beaucoup d'électricité nucléaire et qu'elle ne se stocke pas, mais il fallait que les gens consomment. Mais maintenant, ça augmente l'électricité, parce que vous voyez, il y a le problème du démantèlement, il y a le problème de ce qu'on appelle du carénage des réacteurs, qui sont évalués entre 90 et 100 milliards quand même d'euros, vous voyez, sur les 12 ans qui vont venir. Donc ça fait des sommes considérables. Donc il faut bien abonder en quelque sorte le fonds d'EDF et du CEA. Puis vous voyez la faillite qu'a eu Areva avec ses réacteurs comme l'EPR. La France est en train de faire une faillite technologique qui est quand même dramatique. Quand vous voyez que le Creusot, cette entreprise qui fabriquait les cuves de réacteurs, avait menti depuis des années, même avec les alertes de l'autorité de sûreté nucléaire, où on donnait des faux certificats de qualification qui ont été envoyés pas seulement en France, mais qui ont été envoyés dans différents pays européens, aux États-Unis, vous vous dites, mais on n'est pas à l'abri d'un pépin. On n'est pas à l'abri d'une rupture de la cuve. Et puis après, l'EPR à Flamanville, on vous dit c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui va pouvoir l'arrêter si ce n'est pas conforme. Mais vous vous rendez compte, avec la pression politique qu'ils vont subir, en disant si jamais vous n'autorisez pas l'EPR, eh bien Hinkley Point, les 2 réacteurs, les 2 EPR qu'on doit faire en Angleterre, les Anglais vont dire ah mais nous c'est pas possible. Hein, on n'a plus confiance au niveau comment dire, du savoir-faire français là-dessus. Donc on perd des marchés énormes et c'est des milliers d'emplois derrière. Comment l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, va pouvoir dire non, la cuve n'est pas conforme, on casse tout et on recommence. Donc vous voyez qu'on est pris dans un piège. Vous voyez, c'est la seringue, on est coincé parce qu'on a eu cette politique nucléaire où même l'État, à mon avis, ne s'est pas donné les moyens d'avoir une vraie expertise indépendante, n'a pas voulu se donner les moyens de l'avoir, et ce qui fait que maintenant, on est dans une nasse. Alors cette transition, on voit, elle est un petit peu différemment menée selon les différents pays de l'Union européenne. Alors pour les citoyens lambda, il y a une question qui peut se poser, c'est où elle se décide cette politique énergétique? Est-ce qu'elle se décide au niveau des États, au niveau de l'Union européenne? Vous, en tant que député européen, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les répartitions des rôles? Alors, grosso modo, chaque pays est souverain sur son mix énergétique. Ouais, entre le nucléaire ou entre le thermique avec des énergies fossiles, les énergies... Chaque pays est souverain. Par contre, l'Europe, dans le cas de la COP21, mais même avant, puisqu'il y avait en 2008 ce paquet des 3 x 20, c'est-à-dire les 20% de diminution de gaz à effet de serre, 20% d'augmentation des énergies renouvelables et 20% d'augmentation d'efficacité énergétique, vous voyez, c'est tout ce qui touche à la rénovation de l'habitat, des appareils électroménagers qui consomment moins, ça a été une compétence européenne. Quand il y a eu la COP21, il y a eu un vote au Parlement avec la Commission et les États membres qui ont dit, bon, c'est plus 20% en 2020, en 2030, on va passer à 40%. C'est plus 20% d'énergie renouvelable, en 2030, c'est 27%. L'efficacité énergétique, c'est plus 20%, c'est 30%. Ça, c'est européen. La différence entre 2008, c'est que ces 3 objectifs, ils étaient contraignants par État. Maintenant, ils ne sont plus contraignants par État, mais c'est un objectif qu'il faut atteindre sur le plan européen. D'où la directive où je suis rapporteur, c'est sur la gouvernance. Une fois que ces objectifs ont été mis, comment ça va être, disons, dirigé? Qui va décider? Donc chaque État va élaborer des plans en disant, mais voilà, ces objectifs, voilà comment je vais les mettre en œuvre. Alors, parce qu'il n'y a pas, vous voyez, pour atteindre ces objectifs, ça va toucher aussi bien au transport qu'à la fabrication d'électricité, qu'à l'agriculture, etc. Donc, ils vont présenter dans 2 ans des plans qu'ils vont soumettre à la Commission. La Commission va reprendre les 28 plans, parce que l'Angleterre, pour l'instant, joue le jeu. Ils vont être évalués par la Commission.
Une fois qu'ils sont évalués, ils vont dire, mettons à la France, bon ok, votre plan est cohérent. À l'Allemagne, votre plan est cohérent. Par contre, en Espagne, votre plan n'est pas cohérent, vous ne pourrez pas atteindre ces objectifs. Il va y avoir des remédiations. C'est ça, vous voyez, la gouvernance. Il va y avoir des remédiations entre les propositions des États membres et la Commission européenne, avec des incitations financières. Parce qu'un pays pourra investir qu'à partir du moment où il y a des banques, et nous, on voudrait que la BEI joue un rôle plus important, et qu'il y ait le même niveau de taux d'emprunt, quel que soit le pays. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous regardez les taux d'emprunt du Portugal, ils sont beaucoup plus élevés que ceux d'Allemagne ou ceux de France. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait les mêmes taux et que, vous voyez, qu'il y ait des mesures incitatrices très fortes pour que les gens investissent. Et puis tout le monde sera gagnant parce que si vous investissez dans les énergies renouvelables, vous aurez moins d'énergie fossile à importer. Vous aurez une facture énergétique moins forte pour les ménages. Et en plus, vous aurez énormément d'emplois. Donc, on est gagnant sur toute la ligne. Voilà. Alors, il y a une partie mixité, c'est les États membres. Il y a une partie sur le plan climat, c'est la compétence de l'Europe, avec une gouvernance et avec des objectifs où nous, les Verts, si vous voulez, on va essayer de booster le Parlement pour que la Commission suive, mais surtout les États membres. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est les États membres qui bloquent beaucoup plus en disant, pour nous, vous voyez, de passer de 20% par exemple d'énergie renouvelable à 27%, c'est beaucoup plus dur que de passer de 0 à 20, quoi. Vous voyez, dans le cas de 2008. Et quels sont d'après vous les mauvais élèves, ceux qui jouent vraiment pas le jeu? Ben, c'est les anciens pays de l'Est. C'est la Pologne, c'est tous ces pays qui sont très dépendants d'énergie fossile comme le charbon. Vous voyez. Et puis, il y a un problème de culture. Parce que quand je discute avec des Polonais, ok, il y a le charbon, mais il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la biomasse. Mais même dans leurs mines de charbon, ils peuvent utiliser, vous voyez, du gaz et donc faire aussi utiliser ce gaz aussi bien pour le transport que pour l'énergie. C'est un problème très culturel. Regardez la Hongrie. La Hongrie, elle a un potentiel sur les énergies renouvelables, aussi bien sur la biomasse, vous voyez, par rapport à l'utilisation du bois ou d'autres choses. Eh bien non, elle préfère acheter des centrales nucléaires russes qui vont leur coûter une fortune. Ils vont être dépendants des Russes là-dessus, comme ils pourraient être dépendants d'ailleurs des Français avec l'EPR. Mais ils ne sont pas trop sur une énergie plus décentralisée, vous voyez, plus proche des habitants, en jouant plus sur la sobriété plutôt que le gaspillage. Vous voyez, la société de post-croissance que nous, on essaie de promouvoir, elle est plus responsabilisante. Alors que là, ils sont plutôt sur un schéma, on fait des grosses centrales thermiques, donc souvent par énergie fossile ou nucléaire, et on distribue. Sauf qu'en distribuant, il y a énormément de pertes en ligne. Et puis, on peut mieux maîtriser parce qu'on a vraiment ces grosses centrales. Alors que nous, on est pour faire des choses plus adaptées, plus petites, plus en conformité, vous voyez, avec les atouts de chaque pays. Alors justement, ce que vous mentionnez, les choses adaptées à chaque pays, ça nécessite de l'innovation, de la recherche. Est-ce qu'il y a l'Europe ou les États mettent assez le paquet là-dessus? Eh bien, c'est un peu les nouvelles directives qui vont être discutées, parce que moi, je leur dis, on a fait l'Airbus. Ouais, ça a été une réussite industrielle. Pourquoi on ne fait pas l'Airbus des énergies renouvelables? Parce qu'on a les Allemands qui sont très bons. On a même des Polonais dont ils parlent peu qui sont très bons sur les turbines d'éoliennes. On a les Espagnols, on a les Français. Faisons en sorte à ce qu'il y ait un vrai pôle de recherche et développement sur les énergies renouvelables. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'Afrique. L'Afrique, si on aide au transfert technologique pour qu'ils passent directement au niveau des énergies renouvelables, ils sont tout à fait OK. Mais qu'est-ce qu'on leur offre? Les Chinois leur offrent des centrales au charbon. Les Américains, l'autre fois j'étais au Togo, on leur offre des centrales au fioul lourd. Vous voyez? Et eux, ben, ils achètent du courant fait par d'autres. Donc c'est vraiment une mentalité à changer, quoi. Et est-ce que cette mentalité qu'il faut changer, vous avez l'impression que les grands groupes industriels européens, ils sont dans cette dynamique aussi? Il y avait une initiative qui avait été menée, c'était en 2014, avec des industriels réunis au sein d'un groupe qu'on appelle Magritte, qui avait lancé des initiatives. Est-ce qu'ils vous semblent engagés? Ben, certains sont engagés, parce que certains voient bien que c'est là où il y aura de l'argent.
D'où l'importance de l'Europe, parce que si l'Europe dit, dans le cadre d'Horizon 2020, sur la recherche, il y a des milliards là, mais ils sont là-dessus, ils sont sur les énergies renouvelables. Vous savez, l'industriel, si la recherche publique a de l'argent sur les énergies, ils vont investir là-dedans. Quand par exemple, que ce soit Alstom ou Engie, quand on leur a dit il y a des appels d'offres sur des éoliennes offshore, ben, ils ont investi. Donc vous voyez que les industriels sont très dépendants d'une stratégie énergétique sur le plan européen. S'il y a de l'argent, ils y vont. S'il n'y a pas d'argent, bah, ils font comme d'habitude. Donc, à la fois les groupes peuvent être moteurs s'il y a un investissement avec un cadre réglementaire stable et s'il y a une volonté politique à la fois par les citoyens et bien sûr par leurs élus qui devraient suivre un peu, d'ailleurs, souvent des fois la population est plus en avance que des élus qui sont sur des vieux schémas rétrogrades. Mais enfin bon, mais tout dépendra de ça. Mais moi je suis assez confiante quand même parce que, vous voyez, sur l'Europe, ça fait mon deuxième mandat, j'ai trouvé que l'Europe, sur la dimension environnementale, sur la dimension énergétique, ils sont très sur, vous voyez, l'indépendance énergétique, la recherche, l'innovation, les trucs. Vous voyez, là-dessus, je trouve que c'est très européen ça. Maintenant, il y a des États membres qui bloquent. Eh ben, il faut arriver peut-être à les débloquer par une meilleure information de la population. En disant que la population sera gagnante. Parce que le risque nucléaire n'existera plus quand il n'y aura pas de centrale nucléaire. Donc vous voyez, ils ne seront pas obligés de se déplacer, de pleurer. Je dis pleurer parce que quand vous êtes obligé de quitter votre territoire pour aller dans un autre endroit, que vous laissez tout, que vous laissez votre mémoire, qu'en plus certains membres de votre famille peuvent tomber malades, c'est terrible. Bon. Ils ne seront plus pollués, vous voyez, par des vieilles centrales au fioul lourd, comme je vois en Corse ou ailleurs, par des centrales au charbon avec... parce que le charbon, ce n'est pas que le CO2, c'est tout ce qui est lié à la pollution. Enfin, je veux dire, moi, les énergies renouvelables, c'est gagnant sur toute la ligne. Alors, Donald Trump a été élu président des États-Unis et est devenu président des États-Unis en janvier de cette année. Il a promis de mettre des coups de frein ou sinon des coups de canif dans la COP21 et dans la transition énergétique. Est-ce que vous voyez des conséquences sur le volontarisme qu'il peut y avoir ici, de l'autre côté de l'Atlantique, face à ces thématiques, suite à cette élection ? Ben, écoutez, c'est vrai que cette élection de Trump nous a tous un peu surpris, personne s'y attendait. Et puis le discours qu'il tient, aussi bien au niveau des femmes, vous voyez, parce qu'il n'y a pas que aussi bien son positionnement climato-sceptique que son positionnement, vous voyez, sur les pétroliers, sur le charbon, sur, vous voyez, ces sables bitumineux là où il a donné l'autorisation. C'est un peu affligeant, quoi. Même c'est un peu dramatique. Mais je pense que quand même aux États-Unis, il y a des États qui vont aller à l'encontre de la position de Trump. Parce que vous voyez que même sur les migrants, quand il a voulu refuser, vous voyez, certains pays de venir, il a été contrecarré par sa justice. Donc il n'a pas tous les droits. Et moi, je fais quand même assez confiance à cette intelligentsia un peu américaine qui va, vous voyez, faire en sorte à ce que la Californie ou certains États vont se dire eh bien, on joue un autre jeu. Vous voyez, on joue d'autres cartes. Et tout seul, même avec les gens proches qui sont complètement sur une autre ligne, mais il ne pourra pas tout détruire. Puis ça dure 5 ans. Hein, j'espère qu'en 5 ans ou 4 ans, mais non, mais il ne peut pas tout casser comme ça. En même temps, ça vous montre que il y a eu quand même un refus de cette élite aussi, qu'on retrouve en France. Hein. Vous voyez, c'est les élites contre le peuple, ou le peuple contre les élites, où les gens ne sont pas assez attentionnés, n'écoutent pas assez, si vous voulez, le repli des gens, le fait qu'ils se sentent exclus, qu'ils se sentent plus intégrés. Vous voyez, on a quand même une société qui ne met plus l'humain, au centre. On met quoi? La technologie, on met les réseaux sociaux, mais les gens ne se parlent plus. Les gens ne prennent plus care, vous voyez, prennent plus soin de l'autre. Et ça, après, vous tombez dans des gens qui sont à la Trump, quoi, qui prennent les autres comme des objets. Mais on le voit bien quand même dans notre société. C'est pour ça qu'il faut
Pourquoi les écolos sont plus sensibles au fait humain? Parce qu'on revient, nous, à la terre. Vous voyez, on revient à la nature, on revient à cette beauté universelle. Et ça, je trouve que ça rééquilibre un peu tout ça. Mais si vous tombez dans la société qu'on veut vous vendre à la télé avec, voyez, vos portables, votre télé avec le foot, pourtant je ne suis pas anti-foot, mais je veux dire, on a l'impression que c'est ça l'opium, c'est maintenant les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les trucs, mais il n'y a plus l'humain, quoi. Eh bien, c'est là-dessus qu'on terminera. Je vous remercie beaucoup, Madame Rivasi, d'être venue nous éclairer un petit peu sur l'actualité politique du moment et puis cette transition énergétique qui, à l'échelle de l'Europe, reste encore pour partie à construire. Alors, vous pourrez... mais elle a commencé et j'ai espoir que ça soit vraiment un projet européen. Voilà, bon, on reviendra en parler avec vous. Alors, vous pourrez retrouver cette émission à l'écoute sur le site de Radio Nantes, radionantes.eu. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Merci à vous. Merci.